Moi, je m'appelle Oriane, je suis psychologue, donc j'ai fait mes études à Lyon et je suis psychologue depuis 2 ans et demi. Euh, j'ai eu une principale expérience à l'hôpital, en maternité, pédiatrie et victimologie. Et après, j'ai fait un petit peu de libéral et maintenant, je suis aux urgences pédiatriques. Ok. Les violences institutionnelles, alors je pourrais pas te sortir une définition théorique exacte, mais en tout cas, l'idée que j'en ai, euh, c'est la responsabilisation de l'individu de sa propre souffrance, alors que celle-ci est elle-même créée par le système et l'environnement dans lequel il vit, quoi. Et donc, elles se traduisent par le biais de plusieurs choses, enfin, dans plusieurs institutions, notamment de soins, mais pas que. Euh, Moi, je connais surtout les institutions de soins. Mm. Donc, on peut le voir dans la souffrance des hôpitaux, par exemple, les, les urgences qui débordent, euh, oui, les gens qui attendent des heures aux urgences, c'est une violence institutionnelle. Euh, le fait de dire à quelqu'un de rentrer chez lui parce qu'il n'y a plus de place, c'est une violence institutionnelle. Euh, et le burn-out, c'est aussi en entreprise. Donc, c'est pas dans une institution de soins, mais dans les entreprises, c'est aussi une violence institutionnelle parce que on dit aux gens qui travaillent trop, mais on les fait aussi trop travailler, quoi. Et on voit bien que là, on arrive à un point où ça craque complètement. Enfin, on tire trop sur la corde, et les gens vont de plus en plus mal. Euh, Même si j'ai peu d'années d'expérience, je vois toute une diversité de personnes qui vont de plus en plus mal. Euh, De tous milieux sociaux. de tous milieux sociaux, ouais. Et il y a des choses quand même récurrentes. C'est ça aussi, moi, qui a commencé à me questionner aussi sur les violences institutionnelles. C'est la récurrence des problématiques, la récurrence de certains discours, de certains mots. Euh, le fait de se sentir trop, le fait de se sentir pas assez. Donc par rapport à quoi, à qui, à quelles normes. Et, euh, et une culpabilité, en fait, présente chez énormément de gens. Une culpabilité d'être ce qu'ils sont, quoi. Culpabilité de souffrir. Alors que la souffrance psychique, oui, il faut différencier la souffrance de la santé mentale. Que la souffrance psychique, ça existe depuis que l'humanité existe, je pense. Et, euh, et ça fait partie de la vie. Enfin, on peut pas l'enlever, quoi. Ouais. Et justement, on est là dans une ère où on veut supprimer les symptômes, on veut supprimer la souffrance psychique, alors au lieu de la questionner, en fait. Mais déjà d'entendre cette souffrance, que la personne pose des mots, c'est déjà structurant et thérapeutique en soi. L'écoute, c'est déjà thérapeutique. Ensuite, je dirais que j'essaye de nommer aussi en disant là, c'est parce que vous êtes parce que vous êtes racisé que vous subissez ça au travail. Et donc déjà il y a une culpabilité qui peut complètement s'atténuer, et une angoisse qui peut déjà en nommant s'atténuer. Oui. De prendre conscience, en fait, du coup je transmets moi le savoir que j'ai acquis là à mon patient, et c'est de la transmission aussi, oui, de savoir. Parce que ne pas le faire, ça serait participer justement à ce système. Ouais. Et donc, pour moi, ça serait pas du soin, si je le ferais pas. Tu vois. Si on se questionne pas, on reste dans son propre système à soi, justement. Et donc, on peut pas. Ça demande de sortir de son système et de questionner aussi l'autre. Qu'est-ce qui t'intéresse, tu vois. Donc, autant à son enfant que Emmanuel Macron au peuple, qu'est-ce qui vous intéresse, tu vois.
Le parallèle, il est intéressant, je trouve. Ouais. Oui, enfin, pour moi, ça montre bien, c'est encore une preuve que on pathologise ceux qui se questionnent, quoi. On pathologise des souffrances qui sont systémiques et on responsabilise et on dit aux gens qui sont anxieux, c'est vous qui avez un problème. Vous avez de l'éco-anxiété, allez voir des psys, allez vous faire soigner parce que vous n'avez pas à être anxieux par rapport à ce qui se passe. Alors que bien sûr que c'est légitime et c'est normal et c'est même sain de ressentir de l'anxiété. Enfin, c'est un symptôme qui est intéressant justement et enfin, de la même manière que comme quand on vit un deuil, ne pas avoir de tristesse, ne pas être triste, c'est ça qui est pathologique. Oui. C'est normal d'être triste, c'est normal de ressentir des émotions. Justement, on est des humains. Hein, et il faut absolument se raccrocher à ça, à justement entendre et écouter sa souffrance. Ouais. Et c'est aussi tout le contraire du développement personnel qui est justement, je pense, qui fait de l'apologie aussi du capitalisme. Parce que, oui, sous couvert de prendre soin des autres, encore une fois, on les responsabilise sans prendre pas du tout en compte l'environnement dans lequel ils vivent et ce qu'ils ressentent. En fait, on va dire la même chose à beaucoup de gens. Lève-toi, pas d'excuses, t'as pas à déprimer, bouge-toi pour atteindre la vie de tes rêves. Tout d'abord, ce qui me vient en premier, c'est un stage que j'avais fait quand j'étais étudiante, en service d'épileptologie, avec des enfants à l'hôpital. Et, dans ces services-là, auprès d'enfants qui font beaucoup de crises d'épilepsie, ils font un lien entre l'épilepsie et le TDAH. Et donc, ils mettent souvent ce mot de quoi ? C'est ce qui est caractérisé par la société depuis très récemment, depuis 1900 et quelques, comme un trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité. Et donc on travaillait beaucoup avec des enfants qui sont atteints de TDAH, ou en tout cas diagnostiqués à ce moment-là aussi dans l'hôpital lors de leur venue pour leur crise d'épilepsie. Et en fait, ce qui m'a choquée, c'est que mon maître de stage n'entendait pas la souffrance de ses enfants, enfin n'écoutait pas ses enfants, mais lui donnait de la Ritaline, en fait, des médicaments qui sont très très lourds. Tu peux aussi rappeler ce que c'est la Ritaline du coup ? La Ritaline, c'est un psychostimulant qui va justement permettre anesthésier aussi une forme de souffrance. Et je ne pourrais pas exactement expliquer ce que ça fait dans le cerveau, mais en tout cas, c'est beaucoup utilisé pour des personnes qui sont dites très actives, quoi. Okay. Ça me semble déjà contre-productif de diagnostiquer à tout va en fait, des troubles. Moi, en tout cas, j'ai pas du tout cette approche-là avec mes patients de dire toi, tu es TDAH, tu es je sais pas HPI, HPE. Enfin, c'est des choses qu'on entend énormément, qui sont très très en vogue, qui sont presque à la mode, quoi. Et pour moi, c'est justement très en lien aussi avec cette violence institutionnelle, parce que ça va. On responsabilise, encore une fois, l'individu, on lui dit tu es né comme ça, il y a quelque chose de biologique, tu es né comme ça, tu as ce trouble, alors qu'en fait, est-ce que derrière, c'est un questionnement, c'est très très en débat, le TDAH dans les sphères psy, mais je suis plutôt d'avis à ne pas trop vite
précipitamment poser un diagnostic avant d'avoir entendu la personne. Ça peut soit enfermer dans quelque chose où justement, encore une fois, ça évite la remise en question. On peut se dire, de toute façon, je peux pas faire ça, je suis HPI, de toute façon, ça c'est normal, c'est parce que c'est à cause de mon TDAH. Et ça évite le questionnement, en fait. Alors que le soin, pour moi, c'est le questionnement. Et du coup, il y a aussi derrière tout un business pharmaceutique à donner énormément de médicaments, même aux troubles psy, à tout ce qui est à toutes les personnes psychotiques. Oui, on les bombarde de médicaments pour les faire rentrer dans le système. Ouais. Et ces enfants-là, c'est pareil, pour qu'ils soient bien sages en classe et qu'ils écoutent bien, et qu'ils soient bien calmes, et parce qu'ils sinon ils font trop le bordel dans la classe, ils disent n'importe quoi, on leur donne des médicaments, et en fait on contrôle les corps. Et ça, c'est un peu vertigineux. Donc le soin est pathologique en lui. Et c'est ça qui est assez vertigineux, c'est que si même les structures de soins et les professionnels se mettent à alimenter ce système-là, il n'y a plus personne pour questionner le truc, quoi. Ouais. Je pense que, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de créer déjà des espaces. Là, pour moi, à travers mon travail, je crée un espace d'expression et de questionnement. Ouais. Et après, on peut faire ça aussi avec ses amis, avec son entourage, créer du collectif, créer du lien, en fait, parce que, encore une fois, c'est justement le lien, c'est en parlant qu'on se questionne. Du coup, il y a plein d'associations qui essayent de plus en plus de sortir de ça. Et il y a des structures aussi qui sont axées un peu justement plus thérapie institutionnelle, comme la clinique Laborde, je crois qu'elle s'appelle à Paris, qui est sur une péniche, et justement qui est complètement différente des structures qu'on peut voir habituellement, où là, il n'y a vraiment pas de hiérarchie entre soignants et soignés, tu vois. À l'hôpital, se créent maintenant de plus en plus dans les hôpitaux des services de victimologie. Donc c'est de base une super intention, une super idée du gouvernement de prendre en charge les violences, surtout les violences intrafamiliales et les femmes victimes de violences. Donc c'est un service dans lequel j'ai pu travailler. C'est vraiment des nouveaux services qui sont arrivés depuis après 2020. Sauf que sans prendre le temps de les penser, de les réfléchir et de savoir comment on s'organise pour prendre en charge ces personnes-là, on va... En fait, s'il n'y a pas... dans le service dans lequel j'avais travaillé, en tout cas, les professionnels n'étaient pas vraiment déconstruits ou n'avaient pas appris aussi à écouter et à entendre des femmes victimes de violences. Donc il pouvait y avoir des hommes médecins complètement misogynes en chef de service, tu vois, qui du coup accompagnaient des femmes victimes de violences, mais en disant ça c'est rien, non mais moi de mon temps les gens venaient pas pour ça, non, mais c'est n'importe quoi de se déplacer pour ça. Il n'y a même pas de bleu, rien, quoi. Donc sans comprendre que la violence elle pouvait être psychique, quoi. Oui. Et en fait, c'est qu'il y a des subventions qui étaient mises pour la création de ce service. Et donc le service, il marchait, il fonctionnait. Plus on avait de patients, plus on avait de patients, plus le service tenait debout, quoi. Et donc, il y a un truc de performance et de rentabilité, même à l'hôpital. En fait. Et donc là, il n'y avait rien qui était prévu pour déjà accueillir ces personnes, organiser. Et on nous disait, moi en réunion, mes chefs de l'administration, donc qui n'étaient pas du tout sur le terrain, nous disaient mais il faut absolument là que vous appeliez les gens ou que vous repériez des violences dans l'hôpital pour qu'on ait des patients, quoi. Sauf que nous déjà on faisait de notre maximum pour repérer des violences, mais si on n'a pas, on va pas forcer les gens. Tant mieux si les gens vont bien, on va pas non plus forcer les gens à venir, quoi. Ouais. Et c'était
Déjà, c'est complètement absurde. Ouais. D'où l'importance de se questionner. Et moi, ce qui m'a questionnée, c'est aussi mes expériences de stage, les gens que j'accompagne, mes amis, et aussi, oui, de lire, et d'écouter les gens, quoi, en fait. On rentre quand même de plus en plus... Enfin, il y a de moins en moins de psychanalystes. La psychanalyse qui soigne surtout par le lien et par l'écoute du symptôme. Et il y a de plus en plus de thérapies, ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales, qui justement viennent supprimer le symptôme et répondre rapidement et efficacement à une souffrance, à une anxiété, à une souffrance qui est là, soit par le biais d'exercices ou par justement des méthodes comme le MDR. Après, je prends un peu des pincettes, c'est à entendre avec mesure parce que j'ai pas non plus un avis complètement affirmé. Peut-être que j'ai pas encore de connaissances suffisamment là-dessus pour affirmer ce que je dis, mais l'idée que j'en ai en tout cas, c'est que ça vient de manière très rapide agir sur un événement traumatique, un événement qui a pu être traumatique, donc sans que la personne mette des mots dessus, simplement en regardant les doigts du thérapeute de gauche à droite, la personne serait guérirait rapidement de son traumatisme, quoi. Et moi, j'ai du mal avec mon approche et avec ce que j'ai appris, à comprendre que c'est possible, sans passer par le langage, que ça soigne. Ou en tout cas, peut-être que... il a été prouvé, soi-disant scientifiquement, que le traumatisme, qu'il y a moins de symptômes chez ces personnes et que les personnes guérissent rapidement. Mais est-ce que... je me questionne encore. Est-ce que c'est... est-ce que c'est pas placebo? Est-ce que... et pourquoi? Pourquoi aller rapidement aussi? Oui, justement, pourquoi répondre à... Donc quand on va mal, bien sûr qu'on a envie d'aller mieux. Mais est-ce que ça passe nécessairement? Moi, je pense que soigner ne passe pas nécessairement par répondre à la demande du patient, justement. Ok, j'entends que vous voulez aller mieux, mais peut-être qu'il y a autre chose que de tout de suite vouloir supprimer ça à tout prix. Peut-être que vous pouvez entendre là, comme ça me fait penser à ce que tu disais sur l'éco-anxiété. C'est désagréable, c'est vrai, mais peut-être que c'est à entendre cette anxiété, d'où elle vient, pourquoi. Et peut-être qu'elle est saine, en fait. Et du coup, de questionner, oui, c'est plus long. C'est sûr que c'est plus long et ça prendra plus de temps. Mais derrière, on aura peut-être compris plus de choses sur soi, sur le monde qui nous entoure. Et on pourra se décaler de cette position, justement. Ça questionne pas, en fait, répondre à un symptôme rapidement et faire des trucs comme ça dans les yeux. Vous donner des exercices de confiance en soi. Dites-vous tous les jours devant le miroir que vous êtes beau et vous allez voir que ça ira mieux. Tu vois. Ouais. Donc, en fait, on se questionne plus. Donc, on veut juste... on veut juste supprimer ce qui va pas. Mais... Et après, j'ai une image de robot là, tu vois. Ça fait peur. Ouais. Donc là, oui, on a très rapidement une réponse à... On va chercher la réponse à l'extérieur, on va chercher la réponse dans ChatGPT sur pourquoi on est en désaccord avec notre conjoint à ce moment-là, pourquoi on souffre au travail. Et on va plus la chercher en soi. C'est inquiétant. Ouais.
Et c'est justement en allant dans la rue aussi, en allant dans la rue, on vient justement, oui, bouleverser un peu le système mis en place. Quand tu dis aller dans la rue, Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En manifestant par exemple. Ouais. On vient justement essayer de questionner et de renverser, de bousculer un peu le système qui est en place. Ouais. Et sans ça, il n'y a pas que dans la rue, il y a aussi en créant aussi des espaces d'expression, du collectif. C'est un espace d'expression, la rue aussi, oui, à travers l'art, à travers le journalisme, à travers le lien. C'est des questionnements, c'est des réflexions qui vont justement venir, selon moi, remettre en cause l'ordre établi. Tu vois. Mais parfois, l'ordre établi, il est justement bien installé. Et il apporte trop de choses aux privilégiés, aux dominants. Donc, créer du lien et essayer de s'écouter les uns les autres, ça peut paraître un peu bateau, mais en fait, je pense que tout vient d'abord de là. C'est des petites choses, mais si petit à petit, on fait de plus en plus de collectifs, je pense à par exemple aussi des associations, des tiers-lieux. Je trouve que les tiers-lieux, c'est c'est un peu j'aimerais bien que ce soit le futur, tu vois. Parce que c'est des espaces, je l'imagine comme un espace de création, d'écoute, d'entraide, de solidarité pour s'apporter les uns les autres dans un espace entre, on l'appelle tiers-lieu parce que c'est entre, je crois, la maison et le travail. Et où justement on peut venir faire de la peinture, dessiner, apprendre à se servir d'une imprimante, tout un tas de choses. Il n'y a rien vraiment de défini, mais on laisse justement les gens faire un peu ce qu'ils ont envie dans ces lieux, quoi. Ouais. Et créer. En fait, je pense que ça passe vraiment par la création. Et je pense que c'est aussi une forme d'art, d'échanger, tu vois, de parler. On crée aussi, on crée quelque chose. En venant, tu viens aussi créer un espace et construire. C'est de la construction, tu vois. On construit des choses, on s'apporte l'un et l'autre. Et je pense que ça passe vraiment par la créativité, l'art, le lien. Parce que l'art, c'est... l'art, c'est un lien, justement. C'est juste que c'est pas deux humains, il y a un support et un humain, mais il y a un lien. C'est ce qu'on appelle aussi en thérapie de la médiation. Utiliser une peinture pour demander à une personne ce que ça lui évoque, c'est un outil qui est médiateur, mais c'est un objet qui va créer du lien et permettre à l'autre de comprendre ce que ça lui évoque, en fait. Ce que ça lui évoque, et donc de ressentir aussi. Ça passe par s'entendre, se recentrer sur ses sensations. Tu vois. Quand on est obnubilé par nos téléphones, on est hors de nous. On n'est plus dans nos sensations, on n'est plus en lien avec nous. On est dans l'écran. Et l'essor des technologies, je pense que ça peut que aller contre... j'ai du mal à imaginer qu'il y ait quelque chose qui crée du lien avec les technologies, tu vois. On va, comme si on allait s'améliorer, mais s'améliorer dans quel sens? Et on parle aussi de neuropolitique, tu vois, maintenant. Très intéressant. Donc, on associe tout au cerveau, aux organes, oui, il faut devenir... Maintenant, on dit à des enfants tous les matins, tu vas faire des exercices de concentration, comme ça tu seras performant, justement. Tu seras... où tu feras des allers-retours dans les escaliers pour avoir des bases de sportif. C'est que de la performance. Ouais. Et il y a aussi des neuropsychologues maintenant. Tout est je sais pas comment on dit, neurologisé. et on n'entend plus juste l'être humain
enfin, comme il est, juste d'être là, enfin, c'est déjà énorme, quoi. Et justement, je retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les patients, enfin, dans les gens que je peux accompagner, des gens qui disent, comme je te disais, je suis pas assez comme ci, qui cherchent de la performance, quoi. Et enfin, je pense aussi être passée par là, tu vois. On l'est tous, ouais. On veut tous être meilleurs en ci, en ça, être plus beau, mais pour aller où, pourquoi, pour qui, ouais. Et une fois qu'on l'a atteint, est-ce que, enfin, c'est un peu un cycle infernal, quoi. Avoir une vie de rêve, une belle voiture, une belle maison, des enfants. Mais est-ce que c'est ça, en fait, le bonheur, tu vois? Oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre de se combler un peu, comme si avoir le plus possible, mais pour combler, au lieu d'être à l'écoute de ce trou à combler et d'essayer de se dire, bah, tiens, là j'ai une angoisse, pourquoi? Bah non, on veut tout solutionner, quoi, tout comprendre. C'est un peu effrayant. Ce qu'on disait, quand on valorise aussi énormément, enfin on nous dit que l'intelligence c'est s'adapter, c'est savoir s'adapter, c'est la capacité d'adaptation. Mais en fait, enfin, et pendant longtemps en fait j'ai cru ça. Donc je me disais que j'étais capable de m'adapter, mais m'adapter aux normes, au système justement, à l'environnement dans lequel on est. Et peut-être que la résilience, ouais, voilà, c'est des mots. Ouais. Et peut-être que l'intelligence, c'est ne pas s'adapter, quoi. C'est dire non, ouais. Et justement, dire non, je pense que c'est aussi soigner, enfin, tu vois. La question que tu me posais tout à l'heure sur comment on peut faire pour sortir de ce truc, enfin, ou essayer, bah, c'est faire du lien, mais dire non aussi, ouais. Et oui, et c'est aussi pour ça que le mouvement féministe a émergé, parce que les femmes ont commencé à dire non. Tu parlais de consentement, ouais, c'est complètement lié. Peut-être revenir sur un point sur lequel c'est important un peu pour moi et sur lequel je me bats quand même dans mes échanges. C'est la question du surdiagnostic et de mettre un petit peu des étiquettes de partout. Et je trouve que ça stigmatise énormément les enfants. Enfin, je parle principalement pour les enfants parce que c'est une cause qui me touche. Mais peut-être que ça peut aider certains adultes qui ne savent plus, qui savent pas vraiment, qui souffrent trop, quoi, qui sont trop démunis, de, d'avoir cette étiquette-là. Peut-être qu'ils peuvent se dire, enfin, j'ai quelque chose auquel me raccrocher, quoi. Ça rassure aussi quelque part. Et en tant que clinicienne, je dois entendre ça. Si j'ai quelqu'un qui vient et qui me dit, enfin, moi je suis TDAH, donc je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je dois entendre ça, tu vois, parce que il y a quelque chose certainement qui lui fait du bien à l'idée d'avoir cette étiquette, tu vois. Mais par contre pour les enfants, c'est pas consenti d'aller chercher ce diagnostic-là. Donc je trouve que ça peut être vraiment très dangereux et il y a toute une industrie pharmaceutique derrière, en fait, donc de mettre des très très lourds traitements aux enfants, soi-disant parce qu'ils vont pas bien. Les dégâts que ça va faire les générations futures, je trouve que c'est assez inquiétant. Même sur le corps, sur beaucoup de choses, quoi. Et ouais, ça fait peur. Et en fait, les médicaments viennent anesthésier quelque chose, tu vois. Et donc, ça empêche le questionnement. Moi, des fois, même quand j'ai un patient qui prend des médicaments, ça empêche aussi, moi, d'avoir accès aux symptômes, vu que le symptôme, il est caché par le médicament. Donc, on ne peut pas venir le questionner ensemble. Ouais. Il n'y a que la thérapie, en fait, et le lien, quoi, qui peut soigner. Et donc, on met souvent des étiquettes aux enfants parce que c'est plus rapide, c'est plus simple de se dire c'est l'enfant qui a un problème, il faut lui donner un médicament plutôt que d'essayer de comprendre l'environnement dans lequel il vit. Donc, quand j'étais en pédiatrie, même là, aux urgences,
il y a beaucoup de parents qui viennent en disant bah, mon enfant a un problème, qu'est-ce qu'il a quoi? Enfin, il faut que vous fassiez quelque chose. En fait, la plupart du temps, bah, c'est les parents qui vont pas bien. Hein. Au moins un des parents qui va pas bien, et donc c'est prendre en charge l'enfant dans le système dans lequel il est. Parce que l'enfant, c'est juste le symptôme. Et comme la société, en fait. Enfin oui, l'enfant, c'est le symptôme, et il faut entendre les parents, leur histoire, ce qu'ils ont pu vivre aussi, ce qui se passe, pour ensuite comprendre l'enfant. J'écoute tout le temps d'abord l'enfant, et je mets les parents dans la salle d'attente. Et je travaille aussi beaucoup avec le jeu, avec les enfants, parce que par le jeu, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Et ils s'expriment beaucoup par le jeu, quoi, les enfants. Et après, j'entends les parents. En fait, le travail, les parents, ils pensent qu'il sera souvent sans eux et qu'avec l'enfant. Mais en fait, il est très souvent avec eux. Ouais. L'enfant, enfin, il est juste victime du système dans lequel il grandit, quoi. Et après, enfin, sans accuser du tout les parents, parce que les parents font aussi par le prisme de leur propre histoire, tu vois, et agissent aussi par le système dans lequel ils ont grandi. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de transgénérationnels. Pas que, parce qu'il y a aussi beaucoup de culture. Enfin, moi, j'ai fait mon mémoire de recherche sur je fais d'études comparatives France-Madagascar. Je t'en avais peut-être parlé. Ouais, vite fait, je t'en avais parlé. Ouais. Et prendre en compte le contexte culturel et familial. Enfin, tout est interrelié, tu vois, en fait. D'où l'importance de ne pas stigmatiser et pas pointer du doigt. Enfin, quand on voit quelqu'un de différent, de ce qu'on appelle flou, on se base sur ce qu'on voit, quoi. Est-ce que moi, je peux te poser des questions? Tu peux poser des questions après. Tu veux que je prenne le micro? Comment ça? Ah oui, t'as pas le micro. Ah, mais je peux mettre le micro? Comme tu veux. Ok, attends, c'est marrant. Attends, je le rallume. Mais du coup, c'est donc la personne interviewée prend le relais, mais c'est très intéressant. Le podcast prend une tournure que j'avais pas prévue. Donc la psy va interroger le journaliste. Après, tu peux peut-être le prendre. Je sais que c'est un métier qui m'intéresse énormément, que si j'avais pas fait psy, j'aurais fait journaliste. Mais tu sais que c'est pas impossible. Il y a beaucoup de C'est vrai journalistes. Bah, si tu peux possible. faire du journaliste sur la psychologie, tu peux faire du journaliste santé. Ouais, mais ça demande quand même des petites compétences. Sur ton col, si ça te dérange pas. Faut savoir écrire et après c'est bon. On recrute un contre-mag, si jamais. C'est vrai? Bah, je t'avais dit, si tu veux écrire des trucs, Ouais, mais vous recrutez... j'ai pas de budget. Mais si un jour j'ai du budget, c'est du bénévolat pour l'instant. Mais si un jour j'ai du budget, oui, j'adorerais. Mais pour l'instant, Ok. Mais si non, mais je les garde dans un coin de ma tête. Si tu veux faire du bénévolat chez Contre-Mag, pardon, j'avoue que je te dis on recrute. Les portes sont ouvertes. Ok, c'est noté. Alors, Jordan. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Bah moi ça va. Moi, ma première question, c'est comment tu te sens? Comment je me sens là dans cette interview? Très bien. Écoute, au début j'avais peur j'ai des biais quand j'interviewe quelqu'un. Évidemment, moi j'ai une idée du sujet, mais du coup après j'essaie de recentrer le truc sur toi. Je pense qu'au début j'ai commencé où j'ai vachement recentré sur ma perception du. Ok. Mais moi je politise beaucoup de choses, mais. Ouais. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené à politiser, justement, à rentrer dans la politique? À politiser quoi, du coup? À faire le métier que tu fais. Ah oui, ok, intéressant. Je suis en train de travailler là-dessus avec ma psy actuellement parce que je suis en train de me rendre compte que je suis indigné depuis tout petit de plein d'inégalités, de tout. Alors il y a plein de raisons. Là, on est en train de faire ma psychothérapie, c'est intéressant. J'ai été élevé par une maman seule, que le papa est parti avant que je naisse. Je pense donc déjà il y a une vision de l'homme qui est soit il est absent, soit il est autoritaire dans ma perception. Donc je pense que ça m'a peut-être rallié aux questions de misogynie structurelle. À l'école, j'ai toujours trouvé que c'était très violent. J'ai commencé vraiment mon rapport à l'école où j'étais gaucher, on m'a forcé à écrire la main droite, donc déjà c'est très mal parti entre moi et l'école. Et puis après, en faisant mes études de sociologie, j'ai pu poser des mots
sur Ok. comment structurellement par souci de normatisation justement, normative, comment on dit, oui ça, on, on cadre les gens mais dans des trucs qui sont très violents et qui vont à l'encontre de leur d'eux-mêmes, des gens qui sont, tu vois. D'accord. Voilà, c'est une réponse courte. Et comment, à travers, dans ta vie ou à travers ton métier, tu t'es engagé? Comment dans mon métier je me suis engagé? Enfin, c'est un métier d'engagement, mais Ouais. non, je veux dire, comment tu agis au quotidien pour lutter. Un peu ça ma question. Ben, en fait, enfin, quand je suis rentré sur le marché du travail, j'étais un petit peu naïf en pensant qu'avec mes... Enfin, comment expliquer? Je me suis beaucoup trompé au début, je pense qu'on cherche et tout. Alors moi, avant, je travaillais dans le cinéma, donc ça avait rien à voir, mais j'étais un peu passionné de cinéma et tout ça. J'ai trouvé que c'était un milieu très concurrentiel, beaucoup de prédateurs, il fallait se comporter... On parlait tout à l'heure du management. En fait, on force les managers à se comporter comme des prédateurs pour réussir, mais du coup, bah, en fait, ça contamine tout le groupe. Ouais, oui. Tous les gens se comportent mal pour pouvoir réussir, surtout dans des milieux un peu prestigieux, le cinéma, l'art. Alors, l'art, c'est bien quand tu l'utilises de manière, on va dire, thérapeutique ou de manière désintéressée, mais à partir du moment que tu veux en vivre et tout, c'est un milieu ultra violent. Je connais pas du tout. Ouais. Ultra violent, la musique, tous ces trucs-là. Le milieu de la recherche aussi, c'est des milieux très violents, très concurrentiels, où donc je m'éloigne complètement de la question, mais tout ça pour dire que j'ai essayé de trouver le créneau entre... j'ai toujours été un peu allergique à la concurrence, à la compétitivité, ça m'a jamais plu, ces trucs-là, je me sens pas libre, je me sens oppressé. Et donc j'ai essayé de me dire, bon, bah, je vais me mettre en freelance en essayant d'utiliser mes compétences et mon savoir pour quelque chose qui permet de réfléchir et prendre des distances sur les problématiques sociétales. Je le fais humblement, je pense pas du tout, voilà, à mon niveau. Du coup, bah, je gagne très mal ma vie, mais c'est pas grave parce que je suis plutôt épanoui dans ce que je fais. Parfois, ça pose des questions parce que j'aimerais bien gagner ma vie un peu mieux, mais c'est pas grave parce qu'en tout cas, je suis plus aligné aujourd'hui en gagnant moins ma vie en faisant ce que j'aime que ce que j'ai pu faire avant, quoi. Ok. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, ça répond à ma question. Ok. Ouais. Et je trouve ça dommage que les métiers qu'on fait, enfin moi aussi je gagne mal ma vie. Et ce sont des métiers quand même d'engagement et ouais. C'est pas étonnant. Mais est-ce que t'as pas remarqué que... pas les moyens là-dedans, quoi. T'as pas remarqué que la plupart des métiers utiles à la société sont mal payés? Les infirmiers, les infirmières. Ouais. Ou alors faut travailler énormément, quoi. On te met en burn-out, les médecins, ils gagnent bien leur vie, mais c'est archi dur, tu vois. Ouais. Oui, et par contre, les banquiers, top managers dans le digital marketing, on comprend pas bien ce qu'ils font, mais ils sont méga bien payés. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, ça, c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant. Il faut peut-être inverser mais bon, au moins, on a la conscience un peu plus tranquille, peut-être. Je sais pas, en fait, parce que peut-être que ça leur va de travailler là-dedans. Ben moi, c'est pour ça que ça a du sens pour eux, quoi. Je pense pas, il y a beaucoup... Tu vois pas comme... Enfin, je trouve que tous les gens qui bossent dans ces milieux-là, genre ils disent, bon, je fais du fric pendant 10 ans et après je fais autre chose, je me reconvertis, je vais faire de la permaculture. Il y a plein de gens parce qu'ils se rendent compte que ça n'a pas de sens. Plein de gens qui sont en école de commerce qui se disent, mais je comprends pas à quoi ça sert ce qu'on apprend. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Et en effet, à quoi ça sert de faire de la croissance en perpétuelle, à quoi ça sert? Pour le progrès humain, pour le... Attention, je suis pas en train de culpabiliser les gens qui font ça, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et il y a des gens, ils s'émancipent d'une situation sociale en faisant des grandes écoles de commerce et parce que ils ont pas d'autre choix. Donc attention, je jette pas la pierre. Mais je pense qu'il y a une quête de sens qui est compliquée. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il faut passer à un niveau au-delà de l'intime, qui est politique selon moi, où il faut qu'on s'organise pour changer ce système où on valorise que les bullshit jobs, en fait. Les traders, les banquiers, les machins, qui eux-mêmes sont pas heureux. Complètement. Et qui prennent masse de coke pour pouvoir être performants. Et non, c'est pas ça le bonheur, en fait, quoi. Ils doivent être très, très angoissés. C'est angoissé, de ouf. Ils sont très, très angoissés, ouais. De ouf. Et je pense que si on valorise les gens dans des métiers qui ont du sens et qu'on pousse les gens à se former dans des métiers qui ont du sens, les gens vont vachement être plus relax, peut-être. Voilà ma théorie. Ouais. Et j'allais poser une question, mais en fait, je me rends compte que c'est la même que tu as posée tout à l'heure. C'est une des mêmes. Vas-y, redis si on peut en discuter.
du coup, pour en revenir à tous les traders, les commerciaux et tout, qui angoissent, il faudrait aussi les écouter, du coup, pour remettre en question ce système, enfin leur propre système. Mais je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui ont envie de les écouter, quoi. Il y a des gens qui ont envie de les écouter, Ouais. eux. Le truc, c'est qu'on les écoute déjà à longueur de journée en allumant la télé. C'est-à-dire que le discours dominant, c'est Non, leur mais discours. écouter leurs angoisses. Ah tu oui, vois, alors ça, c'est en autre chose. thérapie, tu vois. Oui. Non, mais moi, Moi, je pourrais pas travailler avec, pareil, avec des auteurs de violence, mais je sais qu'il y a beaucoup de psys qui sont justement engagés et qui pensent que ça passe par là, et enfin, évidemment que ça passe par là, par la remise en question et l'écoute des angoisses des auteurs de violence. Mais ouais, voilà, Ah, mais moi, je pense qu'il faut prendre en charge ces gens-là, parce que sinon, on est dans un cercle infini de violence. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, ces gens-là. Moi, c'est mon point de vue. Il y a des gens qui disent on n'en peut plus de ces gens-là, il faut sortir les guillotines. Mais on va recréer des schémas de violence, en fait. Oui. On va recréer des. Et donc, ils sont insupportables. Hein. Ils sont insupportables, ces donneurs de leçons, ces donneurs de morale à la télé. Ils sont insupportables, mais ils sont tristes. Je pense que c'est des gens tristes, c'est des gens en colère, c'est des gens frustrés. Ouais. Et qui ont besoin de grosse thérapie. Il faut arrêter la politique, il faut arrêter les postes à responsabilité, il faut aller à la campagne, détendez-vous et laissez peut-être... Aller voir les animaux. Aller voir les animaux, voilà. Et laisser le pouvoir aux gens qui ont déjà fait une thérapie et qui ont déjà réglé leurs problèmes. Parce qu'en fait, moi je pense qu'on est gouverné par des gens qui vont pas bien. Qui ne vont pas bien du tout. Ouais. Pas très sûr que Donald Trump aille bien, tu vois. C'est clair. Ouais. Après, je prends en compte, j'essaye. Pour moi, ce sont des décideurs, bien sûr. Mais C'est bon, je regardais si le micro marchait, okay. Mais c'est tout marche. Oui, ils vont pas bien, mais ils sont eux-mêmes dans un système, tu vois. Ah ben oui. Et qui est le gouvernement, les instances publiques et tout ce qu'il y a autour. Et tout ça, ça se crée au fur et à mesure de l'évolution humaine, quoi. Et... Ouais. Ah ben c'est des milliers... Je me questionne, moi, sur est-ce que ça fonctionne de les pointer du doigt, tu vois, et de les stigmatiser. Donc, certes, ça permet la remise en question, mais pas que, tu vois, ça... Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, développe, c'est intéressant. Comment faudrait faire alors si on les pointe pas du doigt, si on dit pas, mais... on peut les pointer du doigt en disant qu'ils sont le résultat d'un système. Oui, voilà. Donald Trump, c'est le produit de la masculinité toxique, c'est le produit du paternalisme, c'est le produit d'un pays qui est violent par essence, qui sont les États-Unis. C'est le produit de tout ça, tu vois. Ouais. Donc il est pas né bébé méchant, je pense, Donald Trump. C'est peut-être très mignon, d'ailleurs. C'est clair. Je sais pas si on pouvait retourner dans le passé et qu'on supprimait sa naissance, il y aurait un autre gars qui aurait pris sa place, en fait. Il y en aurait eu d'autres, tu vois. Enfin, ça se recycle à l'infini, en fait, ce genre de truc. Par contre, comment faire pour... Ouais, complètement. Et puis, en fait, ça a déjà été essayé, je pense, justement, d'être questionné, d'être dit... Quand on arrive à un point tout le temps de non-retour, bien sûr qu'on en arrive aussi parfois à de la violence, quoi. Qui est... Ouais. Mais je pense il y a une responsabilité collective. Allez, point Godwin, parlons d'Hitler, mais c'est un sujet hyper intéressant. On dit toujours, Hitler, on en dirait qu'il était tout seul. Hitler, il a décidé tout seul d'exterminer 6 millions de juifs. Non, Hitler, il a été suivi par la majorité des gens en Europe, qui n'aimaient pas forcément tant que ça les juifs. Et je prends l'exemple des juifs, mais on peut le reprendre aussi aujourd'hui avec le conflit à Gaza. Hein. C'est pas une question de personnel, c'est humain. Là, on est vraiment, pour le coup, dans les choses horribles. Toutes les cultures ont fait des choses horribles. Il y a quand même il y a des gens plus violents que d'autres, des prédateurs qui se mettent dans ces systèmes sociétaux, mais avec le consentement souvent de beaucoup de gens. Ouais. Et la passivité de beaucoup de gens. Oui, en fait, c'est ça. C'est la passivité, c'est participer, quoi. Et c'est alimenter, et c'est être d'accord. Donc, en fait, à part le non, même ne rien dire, c'est dire oui, c'est consentir. Ah, mais complètement. C'est le grand sujet des gens qui disent « je suis apolitique ». Ça n'existe pas. Ouais, je déteste entendre ça. Ça veut dire que
en fait, ça te gêne pas trop le système actuel, donc tu t'y intéresses pas. Ouais. Mais est-ce que c'est être privilégié, ne pas se rendre compte que c'est gênant. C'est que tu subis pas d'oppression. Donc, complètement. Ouais. Et si t'en subis pas, moi par exemple, j'en subis très peu. Je suis un homme, je suis blanc, je suis hétérosexuel. Le seul truc, c'est que je viens pas d'un milieu bourgeois, à la limite, mais bon, ça va. Pour le reste, c'est quand même pas mal de privilèges. Quand tu te rends compte de ça, est-ce que ce serait pas mal que tout le monde ait accès à ces privilèges, tu vois, plutôt que de dire non, je vais tout garder pour moi et je vais faire en sorte que personne n'ait accès à mes privilèges à moi. C'est très bizarre d'agir comme ça. Enfin, moi, je trouve, tu vois, après. Comment ça que tout le monde Ah oui. Je veux dire, moi, les privilèges que j'ai. Partager en fait. Oui, partager. Genre, en fait, moi, la vie pour moi, ça va. C'est clair. Bon, j'ai eu mes choses perso évidemment, tu vois, mais. Je me dis, voilà, il fait. Ouais, complètement. Mais ouais, aujourd'hui, il y a un retour des mascus, par exemple, qui sont en mode, ouais, non, c'est mieux avant, les hommes, machin. Mais non, c'est pas mieux avant. Même toi, tu ne vas pas bien. Genre, ça se voit, tu vois. Et pareil, comment on change ça? Est-ce que ça se fait au niveau de l'intime, au niveau du collectif? Je dirais les deux en même temps. Je pense qu'ils sont dans l'incapacité de partager parce que ça leur apporte tellement, enfin, ça assouvit tellement de pulsions et ça alimente justement cette forme de domination qui est très agréable pour eux, quoi, je pense. Enfin, parce que ça vient combler des angoisses, peut-être de rejet, d'écrasement, et peut-être qu'ils ont déjà vécu ou qu'ils ont peur de vivre, justement. Il y a beaucoup de peur, les masculins, je pense, d'être écrasés par les femmes, par les féministes, alors que il n'est en aucun cas, l'objectif est là, quoi. Oui, puis c'est des menaces imaginaires, enfin, je veux dire. C'est comme le racisme anti-blanc. Structurellement, ça n'existe pas. Ce changement-là leur fait peur, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. C'est de perdre un truc qui fonctionne juste pour eux et de devoir, pour le coup, s'adapter. Eux devraient s'adapter, mais je veux dire, devraient s'adapter à ce qu'un monde aille mieux globalement, en fait. C'est ça, quand même. Mais ça, ils n'y arrivent pas, quoi, pour le coup. Non. Mais peut-être que du coup, c'est là où tu touchais le truc tout à l'heure, c'est juste dès l'enfance que ça se fait, tout ça. Et donc, c'est très important de prendre en charge ces mécanismes de reproduction dès l'enfance. Je pense que oui. Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'enfance, qu'on est le produit de notre passé. Donc, essayer de comprendre d'où est-ce que ces angoisses-là, elles viennent. C'est énormément de la famille. Après, même si c'est une autre question, un autre débat, mais je pense que peut-être qu'en tant que thérapeute, proposer ces espaces-là de compréhension et ces espaces de parole et d'écoute, ça permettra juste peut-être à certains bateaux de couler, tu vois, mais je suis pas sûre. En tout cas, je suis un petit peu pessimiste peut-être. Tu vois, de proposer des espaces dès le plus jeune âge, si politiquement on organise ça peut être une politique de santé publique, ça permettrait de se déconstruire de schémas familiaux toxiques, en gros, c'est ça que tu dis. Ouais. Ça peut être une solution. Et pourtant, il y a beaucoup de... il y en a de plus en plus des espaces de parole, je trouve, quand même. Et encore, je peux pas, en fait, affirmer une vision qui n'est que la mienne. Mais il y a de plus en plus d'étudiants qui vont en psycho, tu vois. Maintenant, les amphis sont remplis, tu vois. Ok. Et il n'y a plus de place sur les bancs. Ouais. Donc, je me dis, s'il y a ça, ça veut dire que les gens se questionnent et qu'il y a de plus en plus un désir d'expression et de compréhension et d'écoute les uns les autres. Et à la fois, il y a aussi... je vois d'autres choses comme l'essor de ChatGPT et plein de gens qui disent c'est bon, je vais mieux, ChatGPT m'a dit quoi faire. Donc c'est dur de se situer. Je pense vraiment que tous les gens qui font un métier de santé
le font par souci d'aider son prochain, moi je suis pas Non, sûr. peut-être pas. Ouais. Malheureusement, ça serait génial. Ouais. Et les gens qui m'entourent sont comme ça, donc c'est très cool. Oui, oui. Mais, C'est peut-être ma vision un peu idéalisée. non, des mais moi aussi psy. j'adorerais. Ouais. Mais il y a des gens, c'est un statut social, il y a Ouais. des gens, c'est. Il y a aussi ça, Oui, malheureusement. oui, complètement. Ouais. Mais ça, Ouais. ça serait super. Voilà. Aviez-vous d'autres questions? Non, et toi? Bah moi c'est bon, j'ai terminé. C'est très très drôle Ok. d'avoir pris le micro, d'avoir pris le lead en fait. Bravo, je trouve que c'est très bien. J'avais envie de t'entendre. Ah mais super, c'est une bonne idée. En vrai,